Les amis, bonjour, bienvenue sur Aki Télé et sur Radio Mérignac. Alors vous l'avez compris, nous sommes à Mérignac, nous sommes à la médiathèque de Mérignac. Et les couleurs rouge sang de ce théâtre à l'italienne vont fort bien au thème, au sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Le nazisme, et plus exactement le camp d'Auschwitz. Comment pouvions-nous faire autrement alors que ce camp a été libéré le 27 janvier 1945, c'est-à-dire il y a 80 ans. Il y a quelques semaines, j'avais assisté à une conférence d'un des spécialistes du nazisme qui se nomme Didier Chauvet, et je lui avais dit « Nous sommes obligés de faire une conférence sur Auschwitz. Peut-on appeler cela d'ailleurs une conférence? Plutôt un entretien. » Didier Chauvet, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est pas si fréquent les émissions de télé pour toi. Tu en avais fait une, me semble-t-il, il y a quelques années. Il y a quelques années pour RMC Découverte, c'était un portrait du résistant allemand Jörg Elser. Ça remonte effectivement à quelques années. C'est un travail particulier pour lequel je suis pas habitué. Alors, tu vas te présenter rapidement, parce que je dis spécialiste du nazisme, mais je ne suis pas certain que tous les téléspectateurs et auditeurs, puisque nous avons et les uns et les autres aujourd'hui, te connaissent vraiment. Qui es-tu? Et d'où viens-tu et que fais-tu? Alors moi je suis bibliothécaire, je travaille ici à la médiathèque de Mérignac, et je suis donc effectivement un historien du national-socialisme, du nazisme, et également de la République de Weimar, qui est le régime politique qui a précédé le nazisme. J'ai écrit 15 livres sur différents thèmes du nazisme, donc la Shoah bien entendu, à travers plusieurs livres, mais également d'autres aspects importants du nazisme, comme l'incendie du Reichstag ou la nuit des longs couteaux, ou le putsch de la brasserie de 1923 d'Adolf Hitler. Parallèlement à ça, j'écris parfois des articles pour la presse. J'ai écrit notamment pour Histoire du christianisme magazine un portrait de Sophie Scholl et de la Rose Blanche. Et je donne également des conférences autour de ce thème, autour de la Shoah ou d'autres aspects du nazisme encore. L'antisémitisme, malheureusement, est de retour, pourrait-on dire, Oui. avec tous ces actes antisémites suite évidemment au conflit israélo-palestinien. On s'était pourtant dit en 1945, après la fin de cette horreur, plus jamais ça. Et on voit bien que c'est un serpent de mer qui ressurgit très régulièrement. Oui, il y a une résurgence de l'antisémitisme, pas seulement en France, partout dans le monde, mais notamment en France, c'est vrai, on peut malheureusement le constater à travers divers actes ou prises de position, ou manifestations, enfin tout un tas de choses qui rendent particulièrement difficile la vie des Juifs en France actuellement. Et effectivement, c'est quelque chose de très alarmant. Raoul Hilberg avait écrit, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la destruction des Juifs d'Europe. Oui. Hitler voulait mener à bien ce combat, il a tenté de le mener jusqu'au bout, ça a été sa priorité. Et quand je parlais de libération du camp d'Auschwitz en janvier 1945, les Allemands n'avaient d'autre choix que de le faire devant l'avancée de l'armée rouge qui était vraiment à 2 pas, me semble-t-il, du camp. Donc ils ont poussé leur usine de mort jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous allons parler de cette usine de mort, mais peut-être dans un premier temps de ce qui l'a provoqué, peut-être des raisons qui amènent à ces camps de concentration dès 1933 avec Dachau et avec ces camps d'extermination par la suite. Qu'est-ce qui nous amène à cela ? Alors, quelle est la logique de l'extermination? Alors l'idéologie nazie, c'est principalement, mais pas uniquement, l'antisémitisme, évidemment. Donc à travers diverses lois ou décrets qui ont été appliqués dès l'origine du nazisme, qui étaient prévus dans leur programme, le programme en 25 points du parti nazi, qui a été déclaré intangible au congrès de Bamberg en 1924. Et donc c'est ce programme que peu à peu, Hitler et les autres dirigeants nazis ont mis en place en Allemagne, donc avec tout un tas de décrets, comme je disais, et de lois antisémites, avec comme point d'orgue plusieurs étapes, notamment les lois raciales de Nuremberg de 1935, qui ont suivi le congrès nazi de Nuremberg, qui est un moment important dans la discrimination raciale en Allemagne, puis évidemment ce qu'on appelle la nuit de cristal. Alors c'est un terme sur lequel on revient maintenant, on appelle ça plutôt le pogrom de novembre, parce que la nuit de cristal, c'est un terme qui a été mis en pratique par les nazis eux-mêmes. Donc maintenant, dans l'historiographie, on appelle plutôt ça le pogrom de novembre, mais donc c'est également un élément important dans la politique anti-juive du mouvement nazi. Et donc parallèlement à ça, effectivement, la création de différents camps de concentration, notamment celui de Dachau en 1933, où étaient principalement au départ enfermés des opposants politiques au régime nazi, donc des communistes,
mais ça pouvait être également des sociodémocrates ou des conservateurs modérés qui ont été enfermés dans ces premiers camps, et notamment le premier camp de Dachau a été ouvert à l'époque déjà par Heinrich Himmler, qui était préfet de Munich à cette époque. Alors tous ces gens qui sont autour d'Hitler, Göring, Himmler, Rosenberg, on pourrait dire que c'était des ratés, des paumés, pas tous, puisque je crois que Himmler était éleveur de poulets, Göring avait été un ancien as de l'aviation, mais la plupart étaient des illuminés complets à l'image de Rosenberg. Ce sont des gens dont on n'aurait jamais entendu parler, on dirait des médiocres, si Hitler n'était pas parvenu au pouvoir d'une certaine façon. Alors c'est vrai pour une partie... pas tous, j'ai bien dit. Voilà, c'est vrai pour une partie des dirigeants nazis, Hitler lui-même et autour d'Adolf Hitler. Par contre, c'est quelque chose que l'on voit moins dans la SS à proprement parler, notamment dans la haute hiérarchie de la SS ou même les cadres intermédiaires de la SS, puisque pour un grand nombre d'entre eux, ils sont soit docteurs en philosophie, soit docteurs en économie. Voilà, ce sont des gens qui sont assez cultivés au niveau de la SS. Par contre, pour le personnel, ce qu'on pourrait appeler le personnel civil de l'intelligentsia nazie, c'est vrai que c'est, par exemple, le cas de Robert Ley, qui était un antisémite particulièrement virulent. Lui et d'autres, effectivement, n'avaient pas un niveau intellectuel extrêmement élevé. Alors, les causes sont bien en place de cet antisémitisme, mais comment passe-t-on des causes au camp, et en particulier à celui d'Auschwitz, puisque c'est quand même le thème majeur de notre entretien, Auschwitz, une usine de mort. D'abord, il faut rappeler aux téléspectateurs et aux auditeurs qu'Auschwitz, c'est une ancienne caserne polonaise. Exactement. Et que le camp d'extermination, celui dont on parle si souvent, n'est pas celui d'Auschwitz, mais celui de Birkenau, qui se trouve à 2 km. Est-ce que tu as visité ces lieux déjà? Alors, je n'y suis jamais allé, pour plusieurs raisons, mais j'ai beaucoup travaillé effectivement sur le camp, sur les archives du camp, sur tous les témoignages. C'est un voyage que j'envisage de faire plus tard. J'ai eu la chance de le faire. Ouais, je sais. Survivante qui s'appelait Ida Greenspan, qui est passée pendant des années dans les écoles. Et lorsqu'on a eu terminé ce voyage, elle m'a dit « Vous serez un passeur de mémoire, Christophe ». Et j'ai voulu l'être jusqu'au bout. Si tu es là aujourd'hui, c'est aussi en raison de cette phrase. J'ai voulu être logique à sa mémoire, puisqu'elle est décédée il y a quelques mois, me semble-t-il, c'est pas si vieux. Et donc effectivement. On va revenir à Auschwitz. Que peux-tu nous dire de la construction du camp de Birkenau, puisque nous disions le camp d'extermination, c'est Birkenau. Donc alors en fait Auschwitz, effectivement, c'est un complexe concentrationnaire immense qui s'étend sur 40 km², c'est la zone d'intérêt, 40 km². Effectivement, il y a 3 camps. Le camp souche, le camp d'origine, qu'on appelle le Stammlager, qui peut se définir aussi par le camp principal, qui est donc le premier camp qui a été créé à Auschwitz sur les vestiges d'une ancienne caserne polonaise, effectivement. Vient ensuite le camp de ce qu'on appelle Auschwitz II Birkenau, qui est donc le centre d'extermination, mais également le camp des femmes lorsqu'il a été créé en mars 1942. Et il y a ce qu'on appelle Auschwitz III, Auschwitz Monowitz, qui est le camp usine, où plusieurs grandes entreprises allemandes ainsi que les entreprises de la SS se sont installées pour profiter de la main-d'œuvre des Juifs du camp bon marché. Le camp principal, ce qu'on appelle le Stammlager au début, lui n'est pas un centre d'extermination, c'était un camp de concentration avec des gros guillemets qu'on peut dire ordinaire, qui concernait au départ des prisonniers de guerre polonais, des détenus de droit commun également, et puis quelques juifs des populations locales. Et ensuite, à la création d'Auschwitz-Birkenau, dans un premier temps, Himmler envisageait la création à Birkenau d'un camp pour les prisonniers de guerre de l'armée rouge, un camp qui aurait pu contenir jusqu'à 100 000 prisonniers. Et puis ce camp pour l'armée rouge ne s'est pas fait, et à sa place a été décidé d'installer le centre d'extermination pour les Juifs d'Europe, donc à Auschwitz-Birkenau. L'officialisation de cette extermination, bien sûr, c'est la célèbre conférence de Wannsee en 1942, mais ça on ne le sait pas sur le moment. Il y a des films cultes, et je pense en particulier à Amen de Costa Gavras, où finalement le pape lui-même n'a pas été très clair par rapport à cette extermination, hein, il n'a pas donné de consignes précises, il n'a pas condamné de façon... C'était le pape Pie XII, si je ne raconte pas de bêtises.
Papidous, me semble-t-il, qui était à l'époque en poste. Donc, en ce qui concerne l'extermination, finalement, on ne l'a découvert d'une certaine façon qu'après la Seconde Guerre. On n'a pas voulu savoir où on savait. Alors, il y a plusieurs étapes. Pour revenir à ce que tu disais au début, effectivement, la conférence de Wannsee, qui est un moment important, même si dans l'imaginaire souvent du grand public, c'est le moment de la décision de l'extermination des Juifs, ce qui n'est pas vrai, puisque la décision avait déjà été prise avant, en automne 1941, par Hitler. La conférence de Wannsee, c'est un peu une conférence organisationnelle sur le processus qui va mener à l'extermination des Juifs. Néanmoins, c'est une conférence particulièrement intéressante à plusieurs niveaux. C'est le moment de la prise en main de l'extermination par la SS. C'est à partir de cette conférence de Wannsee que vraiment le processus va être dans les mains de la SS. D'ailleurs, on peut remarquer lors de cette conférence des tensions entre les SS qui sont présents. Donc il y a Heinrich Müller, qui est le responsable de la Gestapo, il y a Adolf Eichmann, qui est le grand coordinateur, et bien entendu Reinhard Heydrich, Reinhard Heydrich, qui est mandaté par Göring pour cette conférence, mais qui est surtout l'homme de Himmler. Certains disent même que c'est le cerveau de Himmler. HHH, c'est un livre, le cerveau d'Himmler s'appelle Heinrich Himmler. Et ce livre avait reçu le prix Renaudot. Oui, je suis incapable de te dire qu'il avait écrit, mais je l'ai lu. Oui, mais c'est un rôle extrêmement important qu'a tenu Reinhard Heydrich globalement dans l'organisation de la Shoah, mais notamment dans cette conférence, où on peut voir d'ailleurs des tensions qui se créent à l'intérieur de cette conférence entre des secrétaires d'État, par exemple, qui défendent les précarés de leur ministère, et la SS qui entend bien avoir la main absolue sur le processus organisationnel de la Shoah, et tout ça se détermine à partir de la conférence de Wannsee. Ensuite, ce qui suit la conférence de Wannsee, c'est ce qu'on va appeler ensuite l'action Reinhard, qui sera baptisé Reinhard en hommage à Heydrich, qui effectivement va se faire assassiner, comme tu l'as dit. Et c'est la création des camps de Belzec, de Sobibor et de Treblinka, donc qui sont des centres de mise à mort pour les populations polonaises du gouvernement général de Pologne, les Juifs donc. Et Auschwitz, lui, vit une vie un petit peu parallèle à Auschwitz ne fait pas partie de l'action Reinhard. C'est un camp qui existe donc depuis 1940. Le centre d'extermination de Auschwitz-Birkenau, c'est 42. Il va atteindre son processus d'efficacité maximum. 44. Surtout en 43, en 44, ça commence à partir de l'été 1942. À partir de l'été 1942, le camp d'Auschwitz commence à recevoir beaucoup de convois en vue de l'extermination, mais les nouvelles chambres à gaz et les nouveaux fours crématoires seront livrés en 1943, et c'est surtout donc à partir de 1943 et 1944, surtout le printemps 1944, avec notamment l'arrivée de tous les juifs hongrois, plus de 400 000 juifs hongrois, en 154 convois en 54 jours, où le camp d'Auschwitz-Birkenau va atteindre son plein niveau d'efficacité, même parfois, malgré les nouvelles structures, les nouvelles chambres à gaz et les nouveaux fours crématoires. Les nazis ne parviennent pas à éliminer rapidement les corps des personnes qui sont assassinées. Il y a parfois même, à ce moment-là, ils reprennent un peu d'une certaine façon, mais à l'intérieur du camp, des éliminations par balles qui se faisaient avant la création des camps. C'était les Einsatzgruppen, on appelait ça la Shoah par balle. Et donc ça s'est poursuivi en partie en 1944, tant le nombre de convois était important. Alors il y avait une organisation rationnelle de la mort. Les nazis, on le sait, prenaient des juifs qui surveillaient les autres juifs, les capots. Il y avait les Sonderkommando qui avaient ce triste boulot d'ouvrir les chambres à gaz, de retirer les corps, de les déposséder des dents à or, de faire la crémation. Il y avait le Canada, où on triait les effets personnels. D'ailleurs, quand on va à Auschwitz, je crois que c'est peut-être une des choses qui est les plus marquantes, c'est-à-dire de revoir les valises, de revoir les effets personnels des victimes. Exactement. Évidemment, il faut dire aux téléspectateurs que les chambres à gaz, les nazis les ont fait sauter en 1945, donc il n'en reste plus. Moi, j'en ai visité une, mais c'était à Majdanek. Il y a quelques chambres à gaz. Donc cette organisation est rationnelle. Il y a aussi des fanatiques. J'avais vu dans ta conférence que tu parlais d'Irma Grese, qui était une nazie qui était terrible pour les détenus. UES, c'était une femme. Donc tout est bien organisé et cette machine fonctionne à plein en 1944. Exactement, oui.
Oui, Irma Grese qui sévissait donc au camp des femmes d'Auschwitz, à Auschwitz-Birkenau, puisque le camp des femmes était à Auschwitz-Birkenau. Elle avait été formée comme l'ensemble des surveillantes SS au camp de femmes de Ravensbrück. Oui. Et ensuite, à 20 ans, elle a été transférée au camp d'Auschwitz, au camp des femmes. C'était son premier poste. Il y avait d'autres surveillantes. Très belle femme, oui, qui avait une liberté sexuelle incroyable, qui couchait avec tous les nazis, évidemment. Hein. Voilà. On n'avait pas de relation sexuelle entre juifs et évidemment, les nazis, c'était absolument interdit, même si il y a dû avoir des exceptions, je pense notamment au tatoueur d'Auschwitz que j'ai lu, où une jeune femme qui est juive s'en sort parce qu'elle est protégée par un nazi avec qui elle a des relations sexuelles, mais ça c'est exceptionnel. Oui, il y a eu des cas. Il y a eu quelques cas, mais étant donné le nombre de populations qui a été internée dans le camp, on trouve un petit peu des cas de toutes sortes qui ont pu se produire. Mais il y avait d'autres surveillantes, à l'image d'Irma Grese, comme Maria Mandel, qui était par exemple une sadique notoire également. Et le camp des femmes était un camp, à l'intérieur des 3 camps d'Auschwitz, c'était le camp le plus difficile par les conditions de vie à l'intérieur du camp, les conditions d'hygiène, la place disponible pour les détenus, la surveillance particulièrement sévère des gardiennes SS. C'était le camp le plus difficile. Alors, les rescapés de la Shoah, à l'image de Simone Veil, je me souviens d'une phrase, j'ai plus en mémoire la phrase que tu avais écrite. Elle parlait des plaies, oui. Et évidemment du soleil qui se lèverait jamais sur ces plaines d'une certaine façon. C'est Simone Veil qui disait cela, qui a perdu une bonne partie de sa famille. Ceux qui ont survécu, ce sont souvent des gens qui ont été internés dans ces camps dans les derniers instants, parce qu'en réalité, la durée de vie dans un camp était dépassée rarement à 1 an. Ils ont des mauvais traitements, de l'alimentation qui était catastrophique, du travail extrêmement pénible, des couches sur lesquelles on dormait à 4 ou 5 sur des espèces de mobilier en bois, c'est cela. On avait aux pieds des sandales en bois en plein hiver. Exactement. C'était donc des conditions extrêmement difficiles. Et les rescapés sont plutôt ceux qui sont arrivés dans les 4 ou 5 mois qui ont précédé la libération. Exactement. Je me trompe ou pas ? Non, c'est ça, tout à fait. Et en fait, il y avait 2 types de groupes qui arrivaient à Auschwitz. Donc, il y avait une sélection immédiatement au niveau des convois. La plus grande partie des personnes, des Juifs, étaient gazées immédiatement ou dans les heures qui suivaient. Et c'était principalement les femmes, les enfants, les vieillards, les malades, les personnes de constitution faible, qui étaient envoyés au gaz immédiatement, et l'autre partie était affectée d'abord dans des camps de quarantaine, puis ensuite dans des camps de travail à l'intérieur d'Auschwitz. Mais effectivement, la durée de vie moyenne d'un détenu juif à Auschwitz contraint au travail forcé était assez brève. Ça pouvait aller jusqu'à 6 mois, parfois un petit peu plus. Ça dépendait aussi de la période, si la personne arrivait en été ou en hiver. Et puis, il y avait automatiquement une sélection qui se mettait en place de la part des nazis. Dès que les prisonniers commençaient à faiblir, à être malades, etc., ils étaient gazés et ils étaient remplacés par d'autres personnes venant des convois. Et c'est effectivement les personnes qui sont arrivées le plus tard, vers la fin 1944, surtout, à l'exemple de Simone Veil, par exemple, et puis des personnes qui étaient plutôt jeunes, malgré tout, qui étaient dans la force de l'âge, qui ont pu survivre à ces conditions dantesques. Alors il y a des personnages emblématiques, le docteur Mengele, et ses expériences sur les jumeaux, qui d'ailleurs est mort de sa belle mort en Amérique latine, qu'on n'a jamais réussi à attraper malgré tous les efforts qu'on a déployés pour cela. Il y a un responsable du camp d'Auschwitz qui s'appelle Rudolf Höss, lui qui sera, alors ne pas confondre Rudolf S et Rudolf Höss. Lui qui est assez fou pour partir en planeur, pour essayer de traiter une paix avec l'Angleterre. Et donc Rudolf Höss qui dirige le camp d'Auschwitz. Juste 2 mots, tu as parlé tout à l'heure de La Zone d'intérêt, c'est un film qui a été diffusé sur Canal+, il n'y a pas si longtemps. Oui. Vous voyez bien que les nazis vivaient à côté tout à fait normalement, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas une usine de mort. Voilà. Par exemple, la maison du responsable du camp, Rudolf Höss, se trouvait à côté du camp d'Auschwitz I, donc le Stammlager. Ce n'était pas à côté de Birkenau, mais il vivait effectivement dans des grandes maisons familiales avec des jardins, vraiment juste à côté de la palissade du camp. Alors ce n'était pas le cas pour les SS de base, si je puis dire, qui eux vivaient dans des logements collectifs, mais à côté du camp également. Oui. On va parler, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes globalement, de la mémoire du camp d'Auschwitz, la mémoire de la Shoah.
Alors c'est une mémoire qui a du mal à s'installer parce que est-ce que les Juifs avaient envie de dire en 1945 qu'ils avaient été un cas à part? C'est pas évident, je crois qu'on s'est tu, on a gardé longtemps pour soi ce qui s'était passé et la mémoire de la Shoah ne se développe que bien plus tard. Alors Simone Veil en a beaucoup parlé. Il pouvait bien entendu y avoir des différences entre les personnes qui ont été déportées et qui en sont revenues, mais par exemple Simone Veil, en citant son cas personnel, elle voulait, dès la libération, dès son retour en France, parler, témoigner, décrire ce qui s'était passé, mais la société française de l'époque n'était pas prête à entendre. La collaboration avait d'une certaine façon aidé les Allemands. Tout à fait. Faire le procès de la Shoah, c'était faire le procès de la France. Absolument. Et le général de Gaulle ne le voulait pas. Absolument, absolument. Quand on sait que la plupart des convois des Juifs de France sont partis vers Auschwitz, il y a quelques convois qui sont partis vers Sobibor et Majdanek, mais effectivement, ce n'était pas dans l'optique de la politique de ce que souhaitait le général de Gaulle à travers la réconciliation nationale. Et c'est vrai que même dans l'historiographie qui est apparue dans l'immédiate après-guerre ou même dans les années 60, la particularité de la Shoah n'était pas abordée ou très peu abordée. Ce n'est que dans les fin des années 70, pendant les années 80, que ça a commencé à être davantage abordé, notamment avec des travaux pionniers. Ouais, et des travaux pionniers que tu citais au début, par exemple de Raoul Hilberg, qui a eu beaucoup de mal d'ailleurs au début à publier ses premiers travaux qui n'intéressaient pas beaucoup d'éditeurs. Il les a publiés aux États-Unis. Il a ensuite publié, il a mis à jour et il a augmenté toute sa production. Il a publié plusieurs versions ensuite au fur et à mesure des années jusqu'à la version définitive de son travail, qui est un travail remarquable. Mais c'est vrai qu'au début, il a eu du mal à faire publier ce livre, à le faire connaître et à transmettre ce travail de mémoire, et qui maintenant dans l'historiographie c'est absolument quelque chose qui est pris en compte et qui est travaillé en profondeur, même parfois avec de la micro-histoire sur ces thèmes. Mais c'est vrai que ça a mis du temps à ressurgir. Pourquoi l'antisémitisme renaît-il? Il y a quand même eu 6 millions de juifs, on pourrait se dire que l'histoire doit avoir de la mémoire, sans faire de mauvais jeu de mots. Pourquoi cette résurgence de l'antisémitisme, on va dire, depuis une dizaine d'années, globalement? Pourquoi? Alors pour la France, il existe bien entendu toujours des foyers d'antisémitisme type l'antisémitisme qui a sévi pendant la Seconde Guerre mondiale, cet antisémitisme d'extrême droite qui est toujours vivace dans certains foyers, mais on assiste depuis quelques années avec les transferts de ce qui peut se passer en Palestine par exemple à une sorte de nouvel antisémitisme qui traverse et qui gangrène la société française à travers la transposition des événements de Palestine en France. Et on peut assister effectivement à une résurgence de l'antisémitisme qu'on croyait quelque chose qui était derrière nous, qui malheureusement réapparaît de manière assez virulente actuellement. Sur Auschwitz, peux-tu nous conseiller un de tes livres? On va quand même faire la promo de tes bouquins, c'est normal, tu es notre invité Didier. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller de lire sur ce que tu as publié sur le camp d'Auschwitz, puisque effectivement c'est le thème de notre entretien? Alors moi j'ai publié plusieurs livres qui traitent de la Shoah, notamment il y a quelques années j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le nazisme et les juifs », donc qui revient sur la globalité de la politique antisémite nazie, donc à partir de 1933 jusqu'à 1945, et une grande partie de l'ouvrage est bien entendu consacrée aux différents camps, que ce soit les camps de concentration ou les centres d'extermination. J'ai également publié un portrait d'Irma Grese, dont nous parlions tout à l'heure. Irma Grese et le procès de Belzec, parce qu'elle a été jugée lors du procès de Belzec, car quand le camp d'Auschwitz a été évacué, elle s'est retrouvée transférée avec les prisonniers au camp de Bergen-Belsen. C'est pour ça que ça s'appelle le procès de Belzec. Et plusieurs gardiennes d'Auschwitz ont été jugées lors de ce procès, dont Irma Grese, qui a été condamnée à mort et exécutée. Elle était la plus jeune femme condamnée à mort par les autorités anglaises au XXe siècle. Donc, et puis j'ai mon dernier ouvrage qui traite de la Shoah en France, parle évidemment dans sa dernière partie. Sorti chez quel éditeur? Aux éditions L'Harmattan à Paris. D'accord. Et donc toute la dernière partie de cet ouvrage est consacrée notamment au camp d'Auschwitz, où la plupart des déportés juifs français ont été internés et ont été exterminés.
On trouve ces ouvrages sur Internet? Partout. Partout. En librairie, sur Internet, sur le site de l'éditeur. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais écoute, c'est une belle reconversion pour toi, d'une certaine façon. Tu ne seras jamais à la retraite, parce que j'imagine que, effectivement... Il y a beaucoup de travail. Tu travailles encore, hein, tu as encore une activité. Oui, je suis toujours en activité. Ici, à la médiathèque de Mérignac. Tu n'es pas enseignant. Non, je ne suis pas enseignant. Non, je suis bibliothécaire. Voilà. Si, je crois que tu l'avais dit au début de l'entretien. Ouais. Et donc, c'est vrai que l'histoire du nazisme, ça a été une période assez brève à l'échelle de l'histoire, puisqu'il va de 1918, à la création du mouvement nazi, jusqu'en 1945, mais c'est une période historique extrêmement riche, à tout un tas de niveaux. Et j'ai encore du travail à faire si je veux porter à la connaissance du public tous les aspects du nazisme. Ici, à la médiathèque de Mérignac, j'ai la chance, la ville de Mérignac est à la pointe dans la commémoration mémorielle, puisque nous avons déjà organisé une exposition avec le mémorial de la Shoah, autour de Simone Veil et de son parcours dans la Shoah, où j'ai fait également des visites guidées et une conférence ici, même autour du parcours de Simone Veil dans la Shoah. Nous avons eu récemment, avec les archives communales de Mérignac, une exposition également consacrée au camp de Mérignac-Beaudésert, qui a eu un grand succès. Avec mes collègues des archives, on a fait plusieurs conférences autour de ce thème. Récemment, où tu étais présent, on a fait la conférence sur le camp d'Auschwitz à l'occasion du 80e anniversaire de la libération des camps. Au mois de mai, je ferai ici même une conférence aussi à la mémoire de la résistante allemande au nazisme, Sophie Scholl. Donc la médiathèque de Mérignac, la direction de la médiathèque de Mérignac, la direction de la culture et la ville de Mérignac sont à la pointe dans la commémoration mémorielle, et c'est quelque chose de très important. Voilà, nous tenions à écouter aujourd'hui religieusement Didier Chauvet, qui est ce grand historien du nazisme, qui est girondin, qui travaille à la médiathèque de Mérignac. Vous retrouverez cet entretien et sur Aquitélé et sur Radio Mérignac, qui s'associe à cette manifestation par la même occasion. On vous retrouvera très bientôt pour d'autres aventures dans les rencontres de Christophe. Ce seront des invités, des historiens, des sportifs, des gens du spectacle. Vous savez qu'on varie les plaisirs avec, je l'espère, un petit peu de talent et beaucoup d'opiniâtreté. À très bientôt sur Aquitélé, les amis. À très bientôt.